La reconnaissance faciale est un marché qui ne cesse de se développer. Il représentait en 2018 4,5 milliards de dollars et il devrait connaître plus de 10% de croissance par an d'ici 2026. Alors comment ça marche? Quelles sont les applications? Et surtout, quelles sont les problématiques que ça soulève? La reconnaissance faciale est utilisée depuis 2017 à la gare du Nord à Paris pour passer la douane lorsqu'on prend l'Eurostar et c'est aussi le cas aux aéroports de Paris depuis l'été 2018. Pour déverrouiller son smartphone, c'est possible depuis 2011 sur Android, un cas d'usage devenu tellement efficace que Apple a remplacé le déverrouillage avec l'empreinte digitale par la reconnaissance faciale depuis 2017. Cette technologie a aussi été utilisée pour retrouver des enfants disparus dans des bases de données pédopornographiques. Mais l'usage que tout le monde a peut-être déjà rencontré, c'est mettre des filtres sur Snapchat. Très concrètement, comment ça marche ? Pour reconnaître un visage avec de la reconnaissance faciale, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est de ce qu'on appelle capturer une référence, c'est-à-dire qu'on va prendre une photo, la plupart du temps, qui va servir effectivement d'identité ou de point de référence pour une personne, et qu'ensuite on va stocker pour pouvoir faire des comparaisons ultérieures. Ensuite, à partir d'une caméra, d'un appareil photo, on récupère des images et on va comparer ces images de la même manière que vous cherchez sur Internet une photo de gâteau et que vous récupérez des images de gâteau, on va être capable de comparer les images et d'extraire le bon visage. Bien sûr, les algorithmes, même s'ils ne sont pas similaires, ils sont beaucoup plus précis dans le cas de la reconnaissance des visages. Et on ajoute effectivement des informations algorithmiques sur les points les plus importants du visage. Donc notamment, une fois de plus, les yeux, la position de la bouche, l'espacement des oreilles et des éléments, une fois physiques, que l'on mesure sur le visage pour être plus fin dans la reconnaissance de visage. Et on trouve plein d'autres applications de la reconnaissance faciale. L'Oréal mise beaucoup sur cette technologie. Elle a acheté la start-up canadienne Modiface pour développer Style My Hair qui permet d'essayer des nuances de couleurs sur ses cheveux. Et dernièrement, début juin, un partenariat a été annoncé avec Amazon pour un outil qui permet d'essayer virtuellement des rouges à lèvres. Mais l'usage qui représente un des segments les plus importants est celui de la sécurité. La ville de Nice mise beaucoup sur cette technologie. Déjà en 2016, elle l'utilisait pour sécuriser la fan zone de l'Euro. Pour le carnaval de cette année, la ville a réitéré l'exercice. 6 caméras de la société Anyvision ont été installées pour une expérimentation sur la voie publique. Toujours à Nice, à la rentrée, le lycée des Eucalyptus doit mettre en place des portiques pour contrôler avec la reconnaissance faciale les allées et venues des élèves. Un autre lycée à Marseille prévoit aussi de mettre en place cette technologie. L'initiative de ces établissements fait débat. Un recours a été déposé par plusieurs associations, dont la FCPE, Fédération de parents d'élèves, et la Quadrature du Net, pour stopper l'expérimentation. Quelle que soit la décision finale, les élèves pourront toutefois tromper la machine, avec du maquillage ou des déguisements. Pas sûr de passer inaperçu pour autant. Car la reconnaissance faciale comme la vidéosurveillance suscite des craintes. L'inquiétude, c'est que ces systèmes, lorsqu'ils ont une finalité sécuritaire, réduisent notre espace de liberté. Concrètement, en Asie, cette technologie est utilisée pour l'oppression de la minorité ouïghour. Des caméras équipées de reconnaissance faciale surveillent quotidiennement les déplacements de 2,5 millions d'individus en les identifiant. Aux États-Unis, dans la Mecque de la technologie à San Francisco, la municipalité a interdit, le 14 mai, l'usage de la reconnaissance faciale par ses services de police. Un des arguments présentés outre-Atlantique est que la reconnaissance faciale menace la possibilité pour les Américains de circuler dans l'anonymat dans l'espace public. Ce qui est pourtant contraire à la tradition juridique du pays qui autorise à prendre en photo toute personne dans l'espace public et à diffuser son image. En France, au contraire, il faut que la personne soit consentante. Et le RGPD, le règlement européen sur la protection des données, entré en vigueur l'année dernière, le dit explicitement à son article 9. Du côté de la CNIL, on tient à rappeler que toute utilisation de la reconnaissance faciale dans l'espace public à des fins sécuritaires nécessite au préalable soit un décret en Conseil d'État, soit un texte législatif, c'est-à-dire un vote au Parlement. Mais la Commission, interpellée par tous les nouveaux usages, et pas seulement ceux de la reconnaissance faciale, souhaite que la loi évolue.
Parce que ce qui s'est passé, c'est que le cadre juridique sur la vidéosurveillance est un petit peu ancien. Il tient pas compte des traitements automatiques d'images, ou en tout cas, il a été conçu à une époque où le traitement automatique d'images n'existait pas encore. Et depuis l'élaboration de ce cadre juridique, on a vu arriver beaucoup de nouveaux usages de la vidéo à travers des caméras qui sont mobiles, par exemple les caméras piétons, des caméras qui peuvent se déplacer, qui sont sur des drones par exemple ou des choses comme ça. Donc on sent bien que le cadre juridique tel qu'il a été pensé longtemps, avec une caméra sur un mât à une orientation très fixe, est quelque chose qui ne reflète plus totalement la réalité d'aujourd'hui. L'université de Cambridge et l'Indian Institute of Science ont mis au point un système qui permet de repérer automatiquement des comportements violents avec un drone. Regardez, voici un extrait de leur vidéo de présentation avec la musique d'origine. Des usages qui ne cessent de poser des questions, d'autant que les systèmes d'IA utilisés reposent sur les statistiques, c'est-à-dire qu'ils comporteront toujours des faux positifs, c'est-à-dire des erreurs d'interprétation. Maintenant, dans quelle mesure les accepter ou non? En septembre 2018, la CNIL avait demandé l'ouverture d'un débat démocratique pour discuter de ce sujet. Un appel resté lettre morte pour le moment.